Bien, messieurs, dames, nous allons commencer. Merci de votre présence, merci à vous tous. Je vais faire donc l'appel. Richard Gazil est là, Christophe Olivieri présent. est là, Fleur Frison-Roche présente. Michel Bianchi arrive un petit peu en retard, donc il a donné. Il est là. Il est où? Il arrive? D'accord. Denise Laurent, présente. Guy Lopinto, présent. Marie Zimbert, Christophe Tourette, Hélène Barnatan, Michel Vallière, Pierre Bourgeois. Voilà. Brian Nickmore donc, donne son pouvoir à Jean-Louis Lantéry. Monsieur Philippe Bardet. Absent. Donc il est. Oui, à vous, monsieur. Ah oui, il m'a donné son pouvoir, d'accord. C'est marqué en haut. Monsieur Philippe Bardet donc, me donne son pouvoir. Jean-Michel Ranck, il est présent. Jean-Claude Lerda. Jean-Louis Lantéry donc, est là. Voilà, donc Jean-Pierre Bure. Donc, il va arriver tout à l'heure. Ouais. Il a donné son pouvoir à Guy Lopinto en attendant l'arrivée. Edwige Farcy est là. Christine Pouvillon est là. Emmanuel Gueny. Voilà, un petit peu plus tard. Catherine Simon. Axel Domcornu a donné son pouvoir à Edwige Farcy. Corinne Delory. Cécile Bonin-Monchara. Frédéric Espinas. Jérôme Evan. Julie Barbaro donc, qui a donné son pouvoir à Christophe Olivieri. Lisa Delard. Didier Casoli. Françoise Dialbignat. Didier Cardon. Présent. Carly Licino. Et monsieur Jean-Jacques Brégeot. Voilà. Bien. On va faire circuler la feuille, donc je vais vous demander de signer. Anne Gérard va passer, voilà. Donc le quorum est atteint et les procurations sont présentes, sont là, donc nous allons pouvoir aborder le déroulement de cette séance. Et je vous propose de nommer Lisa Delard comme secrétaire de séance. Lisa, tu parles, hein? Tu discutes hein, déjà, hein? Comme à l'école. Bon, vous êtes tous d'accord pour que Lisa soit notre secrétaire? Voilà. Je vous rappelle que nous sommes en situation sanitaire qui nous impose voilà, et de porter le masque dans cette enceinte, voilà, et de respecter les distances. Merci. Et voilà. Donc nous pouvons aussi désormais accueillir le public. Donc c'est une séance publique, donc n'est pas retransmise sur le site. Hein. Voilà. Est enregistré par contre. Et voilà, donc nous devons respecter les gestes barrières, etc. Bien, merci. Alors, avant de commencer notre conseil municipal, je vais demander à notre directeur général des services de bien vouloir nous rappeler le règlement intérieur de la séance du conseil municipal, de la tenue d'une séance du conseil municipal. Alors, c'est l'article, en tout cas, la bonne tenue. Monsieur Giusti, si vous voulez bien. Oui, monsieur le maire, merci. Donc, par délibération en date du 15 octobre 2020, vous avez adopté le règlement intérieur. Ce règlement intérieur stipule dans son article 21 l'organisation des débats ordinaires, tel que c'est mentionné. Je vous fais lecture de cet article. À la suite de la présentation des délibérations et avant le vote,
la parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Les membres du conseil municipal ne peuvent prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du maire et dans l'ordre chronologique de leur demande. Leur intervention ne peut porter que sur le sujet soumis à leur vote ou au débat. Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouve le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée immédiatement par le maire, qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l'article 18 du présent règlement. Au-delà de 2 minutes d'intervention, le maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure très brièvement. Le maire peut également limiter le nombre d'interventions afin d'optimiser la durée des débats. Le maire ou tout conseiller désigné par ses soins peut répondre à chaque intervention pendant le débat afin d'apporter les éclaircissements nécessaires au vote. Sous peine d'un rappel à l'ordre, plus aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise à délibération. Voilà l'article 21 qui organise les débats au sein de cette assemblée. Merci, monsieur le DGS. Bien, donc nous allons commencer notre ordre du jour, d'abord par l'approbation du procès-verbal de la séance du 1er avril 2021. Donc, mademoiselle Delat, je vous laisse. Approbation du procès-verbal de la séance du 1er avril 2021. Conformément au règlement intérieur, il est proposé au conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du 1er avril 2021. Merci. Voilà, donc vous avez tous lu le procès-verbal de ce conseil municipal du 1er avril. Est-ce qu'il y a des observations? Monsieur Cardon? Oui, monsieur le maire, je vous remercie. Mes chers collègues, bonsoir. Je souhaiterais que mon intervention soit notée au procès-verbal, s'il vous plaît. Alors, au sujet de l'approbation du procès-verbal de notre séance du 1er avril, pour le groupe Agissons pour Mougins, j'ai 2 observations à faire. La première sur un plan général, la seconde sur un plan juridique. Sur un plan général, chaque conseil municipal dispose, parce qu'il est élu par les Mouginois, d'un droit d'expression très large, qui est d'ailleurs reconnu par la Constitution et qui est rappelé systématiquement par toutes les juridictions. Un règlement intérieur ne saurait valablement limiter ce droit d'expression, mais il doit se borner à l'organiser. C'est pourquoi aucun conseiller municipal ne saurait être discriminé ou exclu à raison de ses opinions, peu importe d'ailleurs qu'elles ne correspondent pas aux opinions majoritaires, et peu importe aussi les pratiques municipales ou l'ancienneté du maire. Sur le plan juridique, l'approbation de ce procès-verbal, je parle de celui du 1er avril naturellement, pose des difficultés juridiques dans la mesure où certaines mentions sont fausses et d'autres diffamatoires. Sur les mentions fausses, je réfère à la page 7, puisqu'il est noté prise de parole incessante de Mme Dicido, le fait que l'Assemblée municipale déclare à 21h40, je lis le procès-verbal sur le projet de délibération numéro 15, démontre que nos travaux suivaient donc un cours normal. Quant aux mentions diffamatoires, page 7, le document mentionne que Mme Dicido aurait été l'auteur d'invectives, et page 23 de ce qu'elle aurait été coupable de réponses irrespectueuses et incorrectes à l'endroit du maire. Les enregistrements vidéo dont nous disposons tous démontrent clairement que tel n'a pas été le cas. C'est pourquoi, dans un esprit constructif et afin d'éviter toute difficulté juridique ultérieure, nous demandons la correction de ces mentions erronées. Monsieur le maire, en êtes-vous d'accord? On prend note de vos demandes. Autre observation? Non. Bien, je vous remercie. Donc, on va passer à l'approbation du procès-verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 2 abstentions et 2 oppositions. Non. D'accord. Alors, 4 abstentions.
Non, 3 abstentions. Alors 3 contre. 4 contre. 5 contre. Qui dit mieux? 5 contre. D'accord. Ok, merci. On est arrivé. Nous sollicitons, s'il vous plaît, qu'il soit noté. Pardon. Il n'y a pas sur la feuille de... Non, non, c'est terminé. On passe à la question suivante. La liste des décisions municipales et autres. Non, 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 on passe à la question suivante. Non, j'ai une décision à apporter. Non, on passe à la question suivante. Liste des On décisions est municipales en conseil et autres municipal, monsieur le contrats. maire. Lorsque la question a été votée, elle est votée. C'est terminé. Non, On passe à la liste des décisions municipales. Question, alors le jour Je numéro souhaite 2. essayer Est-ce que tout le monde a lu faire la liste préciser des les décisions motifs municipales? De notre Je désaccord. crois que ça va se terminer. Voilà. Hein, voilà. Je voudrais simplement faire noter le motif de notre désaccord, c'est tout. Pardon? Le vote contre sera identifié lors de l'entretien verbal. Vous avez fait une observation. Je vous ai dit qu'on allait tenir compte de vos observations, et puis c'est tout, point. Ensuite, on est passé à l'ordre au vote. Vous avez 5 oppositions, et le reste de l'Assemblée a approuvé le rapport. Oui, monsieur le Et maire. on passe à autre chose. Nous avons voté contre et je souhaite faire indiquer le motif, c'est le droit, c'est tout. Bien, merci. Donc nous allons passer à la liste des décisions municipales et autres contrats en application de l'article L2122-22. Donc c'est monsieur Lopinto qui... Merci monsieur le maire. Il s'agit du récapitulatif des décisions municipales et autres contrats pris entre le 16 janvier 2021 et le 27 mai 2021 et des marchés publics conclus entre le 9 avril 2021 et le 27 avril 2021. Merci. Bien, est-ce qu'il y a des observations sur cette liste des décisions? Oui, c'est Brujo. Oui, Vous avez la parole. Merci, bonsoir à vous et bonsoir à tous. Oui, nous avons 3 remarques sur les remarques par rapport aux décisions municipales. La première, c'est par rapport au soutien, au projet du conseil régional sur les 1 million d'arbres. Est-ce qu'il serait possible d'avoir connaissance du projet? Deuxième remarque au sujet de là, c'est plutôt une satisfaction. Il faudrait se réjouir que le ministère de la Culture, dans le cadre du plan relance culturelle, puisse nous aider pour faire un spectacle et surtout pour soutenir les artistes et les intermittents du spectacle. La troisième et dernière remarque, ça tourne autour de l'exposition d'Isabelle Munoz, d'un montant de plus de 26 000 €. Il sera suivi d'une convention de partenariat avec SNCF Gare et Connexion, facturée à 16 666 €. L'addition devient importante. Sans oublier le marché pour les prestations de communication pour l'énumération du centre, d'un montant de 18 000 €. Nous arrivons donc à un coût pour cette première de 45 932 €, sans compter le coût du personnel affecté à cette opération. Nous espérons que tout cet investissement sera évalué en toute transparence. Et sous forme de questionnement, et pouvons-nous caresser l'espoir d'avoir un jour le budget global du centre de la photographie que nous venons d'inaugurer. Merci. Merci M. Brégeot. Alors concernant les arbres, donc vous le savez, effectivement, la région a proposé donc 1 million d'arbres pour 5 millions d'habitants, on a pour 5 personnes, et donc ce qui fait à peu près 4 000 arbres pour la ville de Mougins. Donc nous sommes engagés dans cette proposition, qui nous paraît plutôt intéressante, puisque c'est notre démarche quand même de ville, je dirais, nature et durable. Voilà, donc on a effectivement, alors je ne vais pas vous détailler tous les endroits effectivement, mais il y aura des arbres sur le cœur de vie, sur l'avenue de la Plaine, voilà, et puis il y a d'autres endroits également. Donc on a lancé effectivement ce partenariat avec la région, et évidemment ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est sur la durée du mandat, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est une bonne opération. Ensuite, vous vouliez savoir quant à la culture, oui, Christophe, c'est un petit mot, mais ou Michel, voilà. Écoutez, alors je suis un peu surpris, M. Brégeot, parce que il me semble que vous avez soutenu pendant très longtemps l'installation de ce centre photo. Donc,
si vous voulez, bon, ça me surprend parce que souvent vous êtes favorable et puis après, vous semblez regretter ce que vous avez dit, il faudrait prendre des positions un peu claires. Vous avez voté pour ce centre photo. C'est un centre photo à vocation très forte, avec un intérêt culturel, un intérêt touristique pour le village. Il est bien évident que ça a un coût, il est bien évident que nous sommes une clarté absolue sur la gestion du centre photo, tant au niveau du personnel, des expositions, etc. Et vu les retombées que l'on commence à voir déjà sur ce centre photo, sur les visiteurs, sur les articles que nous avons, je pense que pour Mougins, ça va être un atout très fort. Donc je ne pense pas que les sommes qui ont été avancées, qui ont été engagées, que vous venez de remettre en question, ne me semble pas exorbitant par rapport à une commune comme Mougins qui se tourne vers la culture et qui doit avoir une position forte sur la culture. Comparez-le avec ce qui se passe ailleurs, vous voyez qu'avec 40 000 €, c'est pas la même chose. Alors il est évident que le centre va coûter plus cher, qu'il va falloir faire fonctionner, mais je pense que nous avons analysé tout ça, que nous avons réfléchi à tous ces budgets, et je pense que ça pose absolument aucun problème, et ça sera la clarté la plus absolue. Mais ce qui me surprend, c'est souvent, c'est double facette et vos volte-face. Vous êtes pour, et puis après, quand on le fait, on est évident, ça a un coût. Alors que vous nous interpelliez pour avoir certaines réponses, je pense que c'est tout à fait légitime, mais que vous sembliez mettre en doute de cette façon-là, personnellement, on a été amené à discuter souvent ensemble, je ne m'en cache pas, ça me choque. Voilà. Je peux. Monsieur Dizeri, oui. Pardon. Simplement, M. Dominique, je suis toujours favorable, et vous le savez, sur le musée, le centre de la photographie, c'est pas du tout le volte-face, c'est une interprétation basique, c'est tout. Il n'y a pas de derrière-pensée derrière ça, mais c'est vrai que c'est une expression coûteuse, et c'est tout. Mais enfin, on n'a pas du tout à dire, et on était aussi sur d'autres pistes de réflexion ensemble, et je suis toujours partant pour continuer à échanger. Mais je ne reviens pas du tout sur ce que j'ai évoqué, en tout cas. Une précision supplémentaire sur les jours, vous avez parlé de 16 000 € pour Gare et Connexion. C'est une publicité qui va rester plusieurs semaines dans ce lieu de Marseille et qui était proposée par à la fois François Cheval et Isabelle Munoz, qui est un spot, comme on dit, et qui permet aussi d'asseoir cette notoriété du centre de la photographie. C'était une précision que je vous ai apportée, donc c'est pas exorbitant du tout. Et deuxièmement, vous avez vu cette inauguration vendredi soir, il y avait énormément du monde de la culture, et notamment autour de la photo. Et après avoir pris le temps de discuter avec les uns et les autres, je peux vous dire que notre budget, il est sincèrement bien proportionné par rapport à d'autres villes, et même d'autres pays, comme le musée en Belgique, j'ai oublié, à Charleroi, comme à Arles. Donc nous sommes en deçà de la moyenne nationale. Mais par contre, nous avons déjà une autorité qui est au-dessus. Donc on peut s'en réjouir. Et je pense que notre rôle de chacun d'entre nous, et le vôtre surtout aussi, c'est de porter ce musée et d'en parler et de faire en sorte que la plupart des citoyens chinois et au-delà puissent en profiter. Merci. Et pour terminer avec ce centre de la photo, vous avez pu remarquer que l'exposition est une très belle exposition, à en croire évidemment les spécialistes. La photo, beaucoup de personnes sont venues d'Arles et sont venues de Marseille pour cette inauguration et ont pu constater que l'exposition d'Isabelle Munoz, qu'ils connaissaient puisqu'elle est largement connue au plan international, était vraiment de très haut niveau et que l'accrochage, et non seulement ça, mais aussi la manière dont l'exposition est faite, le bâtiment est conçu, je dirais, pour ce type d'exposition, nous met vraiment déjà un très haut niveau. Alors, évidemment, qui plus est, on travaille en partenariat avec Arles. Arles nous a mis sur le Grand Arles Express en communication, en promotion de notre centre de la photo, ce qui est quand même très bien. Et parce que le Grand Arles Express, ça touche quand même un très grand public, je veux dire. Et voilà, donc on est quand même en partenariat et c'est vrai que du coup on se dit, Arles va travailler avec nous, va travailler sur la région. On va être vraiment le centre d'art contemporain affecté à la photographie.
de référence, en tout cas, de l'Est de la région. Et autant vous dire que ça va attirer, parce que l'objectif c'est quoi? Bon, bien sûr, on aime l'art, on aime la photo, on aime tout ça, etc. Mais c'est aussi de positionner à Mougins, et dans le village particulièrement, un centre de ce niveau qui va être de manière incroyablement attractif, hein, pour les populations et l'activité touristique et commerciale de notre cité. Voilà. Donc, et puis, quand vous dites 16 000 € ou 26 000 €, je peux vous dire que moi qui ai eu la chance de pouvoir présider le FRAC pendant 6 ans, 26 000 €, c'est pas très important. Je peux vous dire que les prix ont été largement travaillés à la baisse. C'est souvent beaucoup plus que ça. Voilà. Bien, merci en tout cas de l'intérêt que vous portez à cela, hein, et qui nous a permis effectivement ce soir en tout cas d'évoquer ce centre de la photographie dont nous sommes très très fiers. Bien, donc sur ces décisions, est-ce qu'il y a d'autres observations? Pas d'autres? Oui? Moi, monsieur le maire. Je dois avoir la parole? Oui, bien sûr. Ah, merci. Vous l'avez. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. Donc, moi, je voulais poser des questions sur les missions de prestations intellectuelles en vue de la modification numéro 5 du PLU. Donc, vous voulez mettre en place une modification du PLU numéro 5. Elle concerne quel quartier et à quelle échéance? Donc, la modification numéro 5, tu veux répondre, vas-y. C'est une bonne question puisque ça permet d'évoquer. Effectivement, une modification, elle a l'avantage de concerner l'ensemble de la ville. Et vous avez vu que quand vous étiez élu manuel, on avait fait un bilan du PLU et on avait engagé le fait qu'on n'allait pas faire une révision puisque notre PLU, pour l'instant, correspondait à nos PADD, c'est-à-dire à nos engagements d'il y a une dizaine d'années. Et donc la modification aujourd'hui est nécessaire pour aménager et améliorer la préservation de nos espaces verts, tels que nous nous sommes engagés, c'est la majorité actuelle, à travers l'élection, à préserver, à augmenter le coefficient de végétalisation, à sectoriser le bâti, et comme nous l'avons dit aussi, c'est-à-dire limiter les constructions et les hauteurs, à régler les problématiques de piscines dans l'emprise au sol, qui sont largement demandées par les citoyens, et tout autre artifice ou article, plutôt par artifice, réglementaires qui permettront de faciliter à Jean-Michel Ranc et à ses équipes l'attribution des permis de construire. C'est un projet qui vous sera soumis d'ici à peu près 13 à 15 mois. C'est pour ça qu'on a pris attache auprès d'un cabinet Citadia qui est remarquable dans la démarche et qui, pas à pas, il faut mieux prendre le temps et faire quelque chose de durable qu'aller vite et bâcler et oublier l'essentiel, c'est-à-dire la préservation du Mougins, parce que c'est l'essence même de cette modification. Je peux oublier les choses à M. Maligès. Non, c'est voilà. Ça. Merci M. Libéry. Bien, alors, nous allons passer quand même à l'approbation de ces élections municipales. C'est un donné acte, pardon, oui, merci de me l'avoir rappelé. Donc on passe à la question suivante, M. Vallière, s'il vous plaît. Merci Monsieur le maire. Donc il s'agit du point numéro 3, acquisition de diverses parcelles auprès de la société Escota. La société Escota est propriétaire des parcelles cadastrées section CE numéro 96, 97, 98, 439 et 442 d'une superficie totale de 944 m² située chemin Tessol à Mougins. La commune de Mougins a réalisé 2 voies de liaison entre l'avenue Maréchal Juin et le chemin du Château, le long de l'autoroute A8, afin de fluidifier la circulation dans ce secteur d'entrée-de-ville, dans lequel est notamment situé le pôle culturel Seine 55. La société Escota a consenti à la cession au profit de la commune de Mougins des dites parcelles nécessaires à la réalisation de cet aménagement de voirie au prix global de 11 500 €. Le conseil municipal est invité à accepter le principe de l'acquisition par la commune de Mougins auprès de la société Escota pour ces parcelles. Merci M. Vallière. Donc c'est une régularisation, hein, donc vous l'avez bien compris, vous avez le petit schéma qui va avec. Tout le monde est d'accord là-dessus, pas d'opposition. Donc à l'unanimité, je vous remercie. On passe à la question. Oui. Est-ce que vous me donnez la parole? Allez-y. Merci. Une précision, parce que c'est important de le dire, nous nous battons dans tous les achats que nous pouvons effectuer au sein de la ville avec l'estimation des domaines.
Et celle-ci a été excessivement compliquée parce qu'à la base, les domaines avaient estimé le mètre carré à 478 €. Et là, il faut parfois rendre hommage aussi à notre opposition. Il y a eu une réunion avec Mme Dual et Richard Galli, le conseil départemental, et la négociation a porté ses fruits puisqu'on est passé de 478 € à 22 € le mètre carré. Et on peut s'en réjouir pour les Mouginois parce que l'économie, elle est substantielle. Voilà. Et cela nous a permis, et c'était ça l'objectif, parce que notre rôle c'est d'expliquer pourquoi on préempte ou on achète des terrains, c'était la création de 22 places de parking, dont 16 en zone bleue, qui ont bénéficié à nos logements proactifs, qui bien évidemment, il en faut toujours des places, notamment pour se stationner le soir sans se mettre en infraction ou en dangerosité et gêner la circulation. Voilà, monsieur le maire. Bravo en tout cas pour la négo. Merci, monsieur Livieri. Donc tout le monde est d'accord pour cette pas d'opposition abstention. Je vous remercie. On passe à la question suivante. Madame Simon, s'il vous plaît. Merci. La redevance d'occupation du domaine public due par les opérateurs de communication électronique. Le montant des redevances d'occupation du domaine public communal dû par les opérateurs de communication électronique est encadré par décret et par le Code des postes et communications électroniques. Tant pour le domaine public routier que pour le domaine public non routier, les montants des redevances fixées par le gestionnaire du domaine public doivent tenir compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative, de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire, opérateur de communication électronique, tout en ne devant pas excéder les montants de plafond fixés par décret. Le montant des outredevances étant revalorisé chaque année au 1er janvier, le conseil municipal est invité à fixer le montant des redevances dues pour l'année 2021. Merci. Merci beaucoup. Donc vous avez les tarifs qui vous sont donnés au verso. Donc qui sont les tarifs qui sont des tarifs officiels. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas d'opposition, d'abstention. Donc je vous remercie. Nous allons passer à la question suivante, M. Livieri, justement. Exercice du droit de préférence forestier. Alors, je la trouve. Donc la commune de Mougins a été informée de la possibilité d'exercer son droit de préférence forestier, comme vous dites, monsieur le maire, concernant un terrain non bâti au quartier des Bréguères, le dit Haut des Bréguères, à Mougins, d'une superficie de 6426 m², cadastré section A23, AD23, 24 et 25, mis en vente au prix de 94 000 €, plus 6 000 € d'honoraires de négociation, soit à peu près 15,56 € le mètre carré avec les frais de négociation. L'acquisition de ce terrain il permet de constituer, vous le savez bien, une réserve foncière en vue de garantir le maintien de la vocation naturelle et environnementale du terrain et de ce secteur, dans le cadre du projet communal en faveur du développement durable et de la préservation des espaces naturels. Donc le montant de la vente est compatible avec l'estimation de domaine réalisée par France Domaine et le conseil municipal ce soir est invité à accepter le principe de l'acquisition de ce terrain que je viens de vous présenter. Et je vous ajoute que donc il s'agit d'un terrain qui est avenue Pablo Picasso. Il est important de le prendre, de le saisir et de l'acheter. Et là, je remercie Jean-Louis Lantéry car il nous fait une veille très régulière encore aujourd'hui sur des terrains qui puissent être achetés par malheureusement des gens du voyage sédentaire qui, il faut, vous sachiez, vous l'avez vu, ont tendance à couper les arbres sur des EBC. Le bureau des contrôles verbalise grâce à Guy Lopito. Malheureusement, la justice est un peu lente et ne va pas assez vite. Michel Vallière va peut-être activer des choses. Et en tout cas, si on ne met pas la main dessus, on laisse partir ce végétal et quoi qu'il arrive, il sera coupé, aplani et ça deviendra des plateformes pour les caravanes. Donc la volonté de Richard Galli, c'est de dire stop. Donc on a mis en place un fonds qui nous permet de résister à ces usages qui détournent de la forêt. Et aujourd'hui, je crois que cette délibération devrait être votée à l'unanimité parce que c'est préserver notre patrimoine végétal et à terme agrandir aussi le parc départemental de la Valmasse, puisqu'il jouxte à terme le parc départemental de la Valmasse au fur et à mesure de nos acquisitions. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Livieri. Des questions, des oppositions? Oui. Oui, monsieur le maire.
Bien sûr, nous sommes favorables à cette acquisition, il n'y a pas de souci. Mais je veux profiter de cette délibération pour savoir comment est le projet des jardins familiaux à l'impasse de Haute-Bruyère, voté en 2019. Voilà, c'était simplement une petite interrogation, profiter de l'honnêteté sur hier pour en parler. Merci. Il est tombé à l'eau parce que l'appréhension n'a pas pu aller au bout. Et c'est pour ça que le terrain dont on avait choisi de présenter pour éviter justement l'aplanissement et ils ont coupé tous les arbres, aujourd'hui est devenu une plateforme. Et alors c'est un EBC. Et le terrain dont vous parlez, celui-là ce soir est juste après. Donc c'est pour ça qu'on espère aller au bout de cette prévention et éviter ce type d'éléments. Par contre, celui-ci est très vallonné et il ne faudra pas forcément être aménagé tout de suite en jardins familiaux. Et concernant les jardins familiaux, pour notamment le secteur du Jalot, on y travaille ardemment. Est-ce qu'il y a une échéance, je ne sais pas, il y a un questionnement par rapport à ce terrain, voilà. Et pour l'instant, on est en train de mettre en place le repérage de tous les terrains sur la ville de Mougins pour y développer des jardins familiaux dans tous les quartiers. Alors, ça fait partie de... Donc on vous tiendra informé au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Oui, non, il n'y a pas de souci. Celui-là, il est déjà repéré, puisqu'on a appuyé en 2019. Oui, mais... il est repéré, mais il n'est plus à la vente. La vente a été retirée. Voilà, pardon, je me suis mal exprimé. La vente a été retirée, on n'a pas pu aller au bout. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Bourgeois, s'il vous plaît, pour la question suivante. Le principe de renouvellement de délégation de service public de la fourrière automobile. En novembre 2016, la commune a décidé de confier la gestion et le fonctionnement du service public municipal de fourrière automobile à un prestataire privé pour 5 ans. Cette délégation, prenant fin au 1er décembre prochain, et afin d'anticiper l'échéance du contrat en cours, le conseil municipal est invité à approuver le principe d'un renouvellement d'une délégation du service public relative à la gestion et l'exploitation du service public de la fourrière automobile. Très bien. Bon, sur le principe de la fourrière, on en a besoin d'une fourrière automobile. Donc là, on vous demande de renouveler le principe de la fourrière automobile sur la ville de Mougins. De la DSP. Oui, de la DSP, oui. De la DSP. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions à ça? Je ne pense pas quand même. Hein. Donc c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc la question suivante est la mise en place d'un centre de vaccination municipal sur les Copards. Donc la ville de Mougins, dans le cadre de la lutte contre le Covid, a ouvert, vous le savez, un centre de vaccination municipal en avril 2021 sur le site de l'Écopard. La CPTS, donc Comité professionnel territorial de santé, ainsi que la commune de Montsartou participent au bon fonctionnement de ce centre, aux côtés de la ville de Mougins, et on assure la coordination. Avec la période estivale et le recours du personnel saisonnier, il convient aujourd'hui de mettre en place une convention de partenariat et de définir les modalités de fonctionnement de ce centre de vaccination, et donc précisément avec le CPTS et la ville de Montsartou. Donc le conseil municipal est invité à approuver la mise en place de cette convention devant intervenir. Bon, si vous me permettez juste de faire un petit commentaire, c'est que ce centre de vaccination qui a fait suite à celui qui avait été ouvert à l'hôpital privé à notre centre dès la fin du mois de janvier, fonctionne très très bien. Je voudrais vraiment remercier le personnel municipal qui s'y engage totalement, de manière efficace, et on n'a que effectivement des remerciements et des louanges sur l'organisation, la rapidité, la fluidité des personnes qui vont se faire vacciner. Je dois voir, je ne sais plus où, mais je crois qu'on en est à 21 000 vaccinations. 23 120 vaccinations, voilà, au total, entre les premières et deuxièmes injections, et 14 673, donc depuis, c'est-à-dire 15 000 en gros, depuis la reprise, donc au niveau de l'Écopard. Donc il y en a eu à peu près 8 000, on va dire, sur le premier centre à Arnaud-de-Sang, d'accord, et 15 000 depuis qu'il est à l'Écopard. Voilà, donc aujourd'hui,
On a voilà, près de 90% donc, des vaccinations sont au Pfizer, 10% au Moderna. On a une dotation de 1000 à 1300 doses par semaine. Voilà. Et on a actuellement, je vous rappelle que voilà, on est passé aussi à la vaccination des 12-18 ans et que l'on vaccine également les personnes qui sont là, enfin pour l'été en tout cas, qui ne sont pas finalement les Musulmans, mais bon, on se doit aussi de vacciner les personnes qui s'y présentent, puisque ça fait partie quand même de la santé publique. Et d'ici la fin du mois d'août, on a déjà 6796, c'est-à-dire quasi 7000 rendez-vous qui sont positionnés. Donc c'est vous dire que ça tourne vraiment très très bien. Donc merci encore à l'ensemble des services municipaux qui continuent d'ailleurs de se prêter à cette organisation. Bien, donc est-ce que vous êtes d'accord pour cette convention, compte tenu du fait qu'on est en été, il y a des personnels saisonniers aussi qui vont nous aider, on remet en place les conventions avec la ville de Montsartou et le CPTS. Pas d'opposition, d'abstention, j'imagine. Donc c'est à l'unanimité, je vous en remercie très chaleureusement. Alors nous allons passer, Madame Frisan-Roche, à la question suivante, s'il vous plaît. Oui, merci. Il s'agit de la charte d'accueil des enfants et des jeunes en situation de handicap. Dans le cadre de la prise en charge des enfants porteurs de handicap dans les établissements municipaux d'accueil de la petite enfance, crèches et accueil de loisirs, la ville avait signé en 2012 avec la CAF, les services de l'État et le département une charte destinée à apporter les mesures en faveur de l'accueil des enfants porteurs de handicap dans ces établissements. Après plusieurs années de fonctionnement, l'accueil s'est amélioré, mais les situations des enfants et de leurs familles ne sont pas toujours appréhendées de manière globale. En effet, de nombreuses mesures ont été mises en place pour prendre en charge l'enfant porteur de handicap et sa famille durant sa fréquentation des établissements municipaux, à travers la création du comité consultatif pour le handicap, le Mougin Handicap Info, la mise en place d'une chargée d'accueil spécifique, la formation des agents, l'ouverture d'unités d'accueil d'enfants porteurs de handicap. La ville souhaite poursuivre ces actions et les intensifier dans le domaine de l'inclusion de ces enfants, que ce soit en crèche et en école. C'est la raison pour laquelle une nouvelle charte est proposée à la signature entre les mêmes partenaires. Le conseil municipal est invité à autoriser la signature de cette charte. Merci. Merci beaucoup. Comme tu viens de le rappeler, Fleur, la ville s'est engagée pour le handicap depuis très 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 longtemps et bien avant d'ailleurs qu'il y ait ces systèmes et ces classes spéciales dans nos écoles. Je pense en particulier à la CLIS qui est ouverte maintenant et qui fonctionne depuis 4 ou 5 ans et l'UEMA qui vient de terminer sa première année de fonctionnement, unité d'enseignement maternel autiste. Donc bien avant tout cela, donc, nous avions également mis en place des AVSI, comment dirais-je, des apports logistiques, je dirais spécifiques pour certains enfants, etc., etc. Donc on a toujours depuis très très longtemps accompagné le handicap, que ce soit dans les écoles, dans les cantines, voilà, dans les services même de centres aérés, les services d'animation jeunesse, etc., etc. On a toujours fait en sorte de les accueillir dans les meilleures conditions. Je peux vous dire à la satisfaction évidemment des parents, mais aussi à la joie, je dirais, de ces enfants qui évidemment se retrouvent dans des situations tout à fait ordinaires, alors même qu'ils pensaient ne pas pouvoir accéder à tout cela. Donc je voudrais vraiment là aussi remercier, tirer un coup de chapeau au personnel municipal qui fait un travail remarquable avec tout le cœur, qui le met habituellement, je dirais, dans son travail, ce personnel municipal, mais tout particulièrement auprès des enfants en difficulté, et bon, sans recenser évidemment tout ce que l'on fait, mais voilà, c'est en tout cas énorme, et je peux vous dire que la ville de Mougins est tout à fait une référence en matière de handicap, et la loi du 10 février 2005, je dirais, elle est appliquée quasi à la lettre ici en tout cas. Et c'est vrai que voilà, c'est tout à fait original, encore une fois, bien que l'on soit 16 ans après la loi, voilà, d'avoir mis en place tous ces systèmes. Donc merci infiniment. Alors évidemment, il faut à nouveau signer la charte avec la Caisse d'allocation familiale, hein, vous pouvez bien l'imaginer. Donc on vous demande de bien vouloir
Hein, et le conseil départemental, bien sûr, même le conseil départemental, donc avec bien sûr le conseil départemental qui est en charge évidemment de la santé et du handicap. Et voilà, donc j'espère que vous êtes tout à fait d'accord et ça remportera l'unanimité. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions là-dessus? Donc à l'unanimité, merci infiniment. Donc nous passons à la question suivante, Monsieur Bure, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, monsieur le maire. Je tiens à m'excuser du retard, mais malheureusement, j'ai un accident sur l'autoroute, un énorme bouchon. Désolé. Donc, dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, une fermeture administrative s'est imposée aux restaurateurs et débits de boissons. Les mesures sanitaires imposées à l'échelon local et national ont également impacté les commerces dits non essentiels du 2 avril au 19 mai 2021. La réouverture de ces établissements et des terrasses avec une jauge limitée de clients depuis le 19 mai a permis une reprise progressive d'activité. Afin de soutenir ces acteurs économiques confrontés aux conséquences des difficultés mentionnées, la commune de Mougins a mis en œuvre une ambitieuse politique de relance économique depuis le début du mois de mars 2020, 40 ans pour suivre. Ainsi, la ville souhaite faire bénéficier les commerçants et commerçants de l'exonération de la redevance d'occupation du domaine public des terrasses jusqu'à la levée totale des restrictions sanitaires, aujourd'hui annoncée le 30 juin 2021. De la mise à disposition gracieuse de l'occupation du domaine public lors des manifestations organisées par la commune liées à la relance économique, comme il s'est passé dernièrement les Happy Days. Le conseil municipal est invité à accepter ces propositions. Merci. Bien, merci beaucoup. Dans le cadre de l'aide apportée à la reprise économique et aux difficultés de trésorerie, je dirais, de tous ces commerçants et qui, pour certains d'entre eux, occupent le domaine public, comme vous le voyez, donc on met en place, on proroge finalement cette exonération. Bon, là c'est prévu jusqu'au mois de juin, mais évidemment, selon comment pourrait évoluer la situation sanitaire, on en reparlera si évidemment il fallait encore prolonger cette proposition d'exonération. Voilà, donc je vous remercie. En tout cas, je rappelle que sur l'ensemble de l'aide apportée de la ville, de l'aide apportée aux commerçants depuis, on va dire, mars-avril 2020, sur à peu près un an, sur 2020 et 2021, donc on est à peu près, même pas à peu près, on a dépassé les 1 million d'euros, je dirais, d'aide sous forme d'exonération ou d'apport ou d'aide au loyer, etc. etc. Voilà. Ce qui est une très bonne chose en tout cas et qui a permis ici à Mougins, on l'a constaté, d'éviter que certains commerces ne disparaissent. Voilà. Ce qui n'est pas forcément partout le cas. En tout cas, à Mougins, voilà, on a pu conserver en tout cas nos commerces et on a eu moult remerciements en tout cas sur ces prises de position. Merci beaucoup, j'espère que vous êtes d'accord sur cette exonération à proroger. Est-ce qu'il y a des oppositions, des remarques peut-être? Monsieur Cardon? Oui. Oui, monsieur le maire, effectivement, c'est un soutien qui va dans le bon sens, mais pour le groupe Agissons pour Mougins, nous souhaiterions un soutien beaucoup plus volontariste. Effectivement, vous l'avez dit, le 31 juin, les exonérations en ce qui concerne, vous venez de le dire, les terrasses, les exonérations vont disparaître. Le virus, a priori, malheureusement, lui, non. Donc, au point où nous en sommes rendus, je pense qu'il est judicieux, il va être judicieux de prolonger cette aide, certainement jusqu'à la fin de cette année. Deuxième et dernière observation, est-ce qu'il est possible, là vous avez cité, si j'ai bien compris, mars 2020 et l'époque actuelle, donc un peu plus d'un an, mais d'avoir en fin d'année, ou plus précisément début 2022, un état des lieux du soutien effectivement aux entreprises sur l'exercice 2021 et avec un focus peut-être particulier sur les bons d'achat. Merci. On fera le relevé effectivement des sommes qui ont été engagées dans ces bons d'achat. Alors bon, du coup, je vais me permettre de vous rappeler un certain nombre de choses qui ont été proposées depuis le départ. Sur la prorogation, c'est votre première observation, je viens de le dire, donc s'il fallait proroger, on prorogera. Je veux dire, c'est pas
et ça dépendra évidemment du contexte à venir. Sur l'ensemble, sur l'état complet et le bilan de ce que nous avons proposé au départ l'année dernière, des exonérations de la TLPE, des exonérations d'occupation de domaine public, la mise en place d'une plateforme de e-commerce finalement, hein, où les commerçants puissent s'engager, se présenter et présenter leur vitrine, enfin, etc., et leurs produits. Les bons d'achat, vous venez de le rappeler, de 50 € qui ont été distribués, et il y en a pour 150 000 € de bons d'achat qui sont finalement, c'est de l'argent qui est injecté directement dans la rotation, je dirais, du commerce mouginois. Voilà, la mise en place d'un comité aussi de relance économique avec la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture, la Chambre, la CCI, des commerces et d'industrie, donc sur lesquels il nous a paru important de signer une convention de manière à ce que les Mouginois qui nous interpellent puissent comprendre ce qu'ils peuvent obtenir des aides, pas seulement de la ville, mais aussi de la CCI, la Chambre de commerce, d'agriculture et la Chambre des métiers, mais aussi de la région, puisqu'il y avait aussi des aides de la région et de l'État. Voilà. Donc la ville, en fait, est quelque part une petite plateforme d'information, en tout cas, de toutes les aides qui ont été faites. Après, pour avoir le bilan précis en matière de bons d'achat, écoutez, voilà, je pose la question, et si quelqu'un a une réponse, en tout cas, on vous le fera parvenir à la date d'aujourd'hui pour vous dire combien ont été utilisés. C'est encore en cours jusqu'au mois de septembre. Donc on fera le bilan. Oui, ça fonctionne encore au mois de septembre, donc on aura l'occasion effectivement peut-être de faire le point à la fin de la période. Très bien, d'autres observations, des oppositions, abstentions, donc vous êtes toujours d'accord pour cette exonération? Donc à l'unanimité, je vous remercie. La question suivante, non, monsieur Lerda, s'il vous plaît. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, de nombreux commerces de la ville ont été frappés de fermeture administrative en 2020. Afin de soutenir ces établissements, la ville de Mougins a mis en œuvre une ambitieuse politique de relance économique en faveur des commerçants. Elle entend aujourd'hui poursuivre l'élan de solidarité mis en place envers ses locataires commerciaux et culturels. En tant que propriétaire et en complément des aides au loyer, il est proposé de ne pas récupérer les taxes foncières 2020 et taxes enlèvement d'ordures ménagères 2020 pour les établissements commerciaux ayant été frappés de fermeture administrative. En effet, de manière classique, la ville recouvrait ses sommes auprès de ses locataires. Mais du fait de la crise et de la baisse d'activité, la ville apporte cette aide financière exceptionnelle. Au vu de l'ensemble des dispositifs mis en place par la collectivité, le montant de cette aide ne peut excéder 6 000 € par établissement. De plus, concernant le pôle national supérieur de danse Rosella Hightower, suite à leur sollicitation, et en considérant les aides qui auront déjà été apportées par la commune, il est proposé de diminuer la TEOM 2020 et la TF 2020 au prorata temporis de leur fermeture administrative 2020. Le conseil municipal est invité à approuver le non-recouvrement de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de ses locataires commerciaux pour l'année 2020 et la diminution de la TF et de la TOM pour l'année 2020 du pôle national supérieur de danse Rosella Hightower. Merci M. Lerda. Donc voilà, vous avez encore un exemple d'aide apportée à la trésorerie de ces commerces qui ont subi une fermeture administrative. Donc j'espère que vous êtes d'accord pour cette exonération de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. J'oubliais tout à l'heure de vous dire à ça aussi que nous avons aidé quant à, au-delà de l'occupation des domaines publics, c'était aussi sur les loyers enfin, des locataires de la ville de Mougins, mais aussi les loyers privés, puisqu'on a apporté 2 000 € par mois pendant 3 mois à ces commerces qui ont été frappés de fermeture administrative et qui étaient déclarés non essentiels. Et vous savez ce que je pense de ce qualificatif de non essentiel. Voilà, donc c'est vrai que les propositions d'aide de la ville de Mougins sont quand même, je dirais, multiformes et ont permis et permettent de répondre à toutes les situations particulières des commerces de la ville de Mougins. Donc j'espère que vous êtes d'accord là pour la taxe foncière,
les ordures ménagères, pas d'opposition, d'abstention. Donc c'est à l'unanimité. Je vous remercie. Eh bien, Monsieur Lantéry, s'il vous plaît. Oui, alors, politique d'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. La réforme de la taxe d'habitation conduit à un changement de la fiscalité locale. La taxe foncière est devenue le principal impôt communal en 2021 et il convient de fixer la politique d'exonération pour les constructions neuves. Avant cette réforme fiscale, la commune n'exonérait pas les constructions neuves de la taxe foncière. Désormais, la loi impose l'exonération de la taxe foncière pour les nouvelles constructions pendant 2 ans, mais sans compensation de la part de l'État. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'accorder cette exonération à hauteur de 40% de la base imposable. Bien. J'ai un petit sourire parce que l'État nous dit, eh bien, écoutez, vous allez exonérer de 40%. Merci. Et moi, je vais dire à Jean-Pierre Bure, bah, écoute, tu vas me donner 20 €. Et encore, sois content. En échange de quoi? De rien. Donc ça veut dire que les lois sont faites par des personnes qui, à Paris, trouvent toujours des systèmes, effectivement, avec des idées géniales. Sur l'exonération et des 2 ans en faveur des constructions nouvelles, c'est une idée qui est connue depuis très longtemps. Voilà. Mais bon, après, c'est vrai que la libre administration des communes permet quand même au conseil municipal et au maire de décider sur quel point ils souhaitent placer ces exonérations. Donc là, vous avez bien vu que dans la réforme de la fiscalité, nous avons eu en 2010 une disparition de la taxe, comment dirais-je, de la taxe oui, professionnelle, merci, qui est commuée en la CVAE et la CFE, et que de toute façon a été transférée à l'agglomération. Et puis récemment, donc, la disparition progressive de la taxe d'habitation. Et puis maintenant, on nous demande d'exonérer la taxe foncière. Il se trouve que nous, entre-temps, on a aussi baissé, je vous le rappelle, de 5% la taxe foncière en 2019, prorogée depuis 2019, 20 et 21, et encore, qui sera prorogée pour les années à venir. Bon, donc vous voyez qu'en termes de fiscalité, on a vraiment, nous, ici à la ville de Mougins, un niveau très très bas de fiscalité. Mais voilà, bon, donc cette exonération va venir s'ajouter à tout ce que nous avons fait, en tout cas, sur la maîtrise de la fiscalité de la ville de Mougins. Donc, j'espère que vous êtes d'accord. De toute façon, c'est la loi. Voilà. Oui, madame. Oui, alors, justement, on est d'accord, c'est la loi comme vous dites, mais en fait, sincèrement, quand j'ai lu la délib, j'ai pas compris. Et même encore maintenant, je pense qu'elle est assez confuse. En fait, l'État dit qu'il faut exonérer complètement, mais que les communes ont la liberté de fixer ce taux d'exonération, si j'ai bien compris. Non, la loi impose entre 40 et 90%. Entre 40 et 90%. Voilà. Et donc on propose 40%. D'accord. Voilà. Donc après, il est fait une allusion au poids de la taxe foncière départementale. Et je ne sais pas pourquoi c'est rappelé là. Et j'avais une question par contre, qu'en est-il de la taxe foncière pour les bailleurs sociaux sur Mougins? Pourquoi quelle est la particularité? Quelle est la particularité? Est-ce qu'ils sont soumis à la même... Est-ce qu'ils ont une exonération particulière? Est-ce qu'ils sont soumis à la loi générale? Ah oui, vous voulez dire, pardon, excusez-moi, j'ai pas compris. Oui. Pour cette question-là, sur l'exonération des 2 premières années. Oui, bah, si c'est la loi, ils seront soumis effectivement à, je pense que le fait d'être social ou pas social, ça ne changera rien, non? Il y a des exonérations particulières pour les logements sociaux. Ouais. Par contre, le conseil municipal n'a pas la main. Donc les exonérations qui existaient précédemment continuent à... Alors, on va... Tiens, pardon, parce que vous n'entendez pas forcément bien. Oui, bonsoir. La loi n'a pas été modifiée quant à l'exonération de droits pour les logements dits sociaux. Donc le conseil municipal n'a pas la main sur la réduction de l'exonération pour ces bailleurs sociaux. D'accord. Voilà. Bon, bah, très bien, pardon, parce que j'entendais pas forcément bien. Donc la loi n'a pas été modifiée quant à l'exonération de droits pour les logements dits sociaux. Donc on ne sait municipal n'a pas la main sur l'exonération pour ces bailleurs sociaux.
Donc je crois qu'il y a des exonérations multiples, 10 ans, 15 ans, 20 ans, donc elles perdurent. Si la réponse convient et... Et également, dans la délibération existait la taxe foncière départementale, parce que tout part de là, puisqu'il y a une fusion, comme on avait vu la dernière fois, entre la taxe foncière municipale et la taxe foncière départementale. Donc forcément, ça implique de revoir la politique d'abattement et l'exonération de cette taxe. Donc, je vous rappelle que lorsque la taxe d'habitation disparaît, enfin a disparu, elle est compensée par la part départementale de la taxe foncière. Et que si la compensation n'est pas totale, à ce moment-là, l'État interviendrait pour le différentiel entre ce que l'on récupère du département, de la taxe foncière du département, jusqu'au niveau où nous étions en taxe d'habitation. Donc si effectivement nous étions à 8 millions, plus à peu près 8 millions de taxes d'habitation, et si on récupère 6 millions du département, théoriquement l'État nous compense ces 2 millions de la différence. Voilà. Mais ça aussi, c'est dans la loi. Quant à la réelle compensation, on risque d'avoir quand même, d'ici 1 an ou 2 ou 3, un aspect un petit peu évanescent, je dirais, de cette compensation. On sait comment l'État petit à petit disparaît de l'aide apportée aux communes, puisque je vous rappelle quand même que dans les budgets communaux, lorsque effectivement l'État intervenait à hauteur de 45% des budgets communaux, et ça c'est bien, il y a bien longtemps au niveau de la loi de décentralisation, donc de la DGF, l'allocation globale de fonctionnement. Aujourd'hui, la ville de Mougins, notre DGF est négative, c'est-à-dire que ce n'est même pas l'État qui nous donne de l'argent, c'est la ville de Mougins qui donne de l'argent à l'État. Bon, voilà, donc tout ça, c'est des lois qui sont préparées, votées à Paris, etc. Donc, nous, on s'exécute, quoi. Voilà. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Est-ce qu'on peut adopter de toute façon cette exonération qui nous est imposée par l'État à hauteur de 40%? Alors, il y a... Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Vous voyez pas, est-ce que je peux prendre la parole? Mais bien sûr, madame, vous avez 2 minutes. Bon, ça va être beaucoup trop. Je voudrais juste comprendre, parce que j'ai vraiment pas compris cette idée. Donc, ce que vous venez de dire, c'est que les bailleurs sociaux, eux, d'après la loi, ont une exonération qui n'est pas de 2 ans, qui est 10 ans, mais qui est compensée par l'État. C'est ça que... Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? Merci. Nicolas répond. On ne peut pas donner un micro à la service administratif là derrière? Denise. Donc là, cette délibération, c'est pour les constructions nouvelles qui ne concernent pas les bailleurs sociaux. Donc, la loi permet de moduler cette exonération. En revanche, le législateur ne permet pas de moduler l'exonération pour les constructions des logements sociaux. Et donc, il y a une perte sèche de produits fiscaux sur ces logements. Et il n'y a pas de compensation. Voilà, il n'y a pas de compensation sur la perte de taxe foncière, sur l'exonération de taxe foncière qui, 10 ans, 15 ans, même sur 25 ans. Voilà, donc c'est tout bien pour nous. Quoi. Voilà, merci. Donc, qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Donc c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. La question suivante, de Laurie, s'il vous plaît. Bonsoir. Mougins, ville bienveillante, répartition intercommunale de charges de fonctionnement des écoles publiques, accueillant des enfants hors commune, renouvellement de la convention avec la ville de Valbonne. Conformément au code de l'éducation, les communes de Valbonne et de Mougins se sont engagées mutuellement en 2018 par convention réciproque à participer financièrement aux charges de fonctionnement résultant de la scolarisation d'un ou plusieurs élèves mouginois et valbonnais dans leur école publique. Cet accord arrivant à son terme à la fin de l'année scolaire 2020-2021, il convient de le renouveler pour une durée d'1 an, renouvelable 3 années scolaires supplémentaires, soit jusqu'au 31 août 2025.
à compter de la rentrée 2021-2022 dans les mêmes termes. Cette convention prévoit une contribution de 930,08 € par élève et par année scolaire et une formule de révision annuelle. Le conseil municipal est invité à approuver cette convention. Merci. Merci bien. Donc, comme avec toutes les autres villes, on a une convention à signer. Là, à Valbonne, c'est à 930 €. Sur d'autres villes, c'est entre 825 et voilà, à peu près. La seule différence avec Valbonne, c'est qu'il y a un tarif unique, c'est tout. Voilà. Bien, vous êtes d'accord pour adopter ça? Pas d'opposition, abstention? Je vous remercie. La question suivante, Madame Laurent, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Mougins-Ville bienveillante, préservation du pouvoir d'achat des familles mouginoises, gel de la tarification des transports scolaires pour l'année 2021-2022. La ville de Mougins, soucieuse du pouvoir d'achat des familles, souhaite conserver un tarif attractif pour les transports municipaux qu'elle offre aux écoles, aux élèves de primaire et de collège. Elle entend également poursuivre ses efforts dans le cadre du réseau Palbus en offrant une compensation pour les usagers passe scolaire au titre de l'année 2021-2022. Le conseil municipal est invité à adopter les tarifs et compensations relatifs au transport scolaire. Merci Madame Laurent. Voilà, donc vous êtes d'accord pour le gel de la tarification des transports, j'imagine? Pas d'opposition, d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. La question suivante, Monsieur Bianchi. Merci Monsieur le maire. Donc le centre de la photographie de Mougins, récemment ouvert, proposera chaque année 3 à 4 expositions temporaires sur la photographie contemporaine. Dans le cadre d'une programmation artistique de qualité, il est proposé différents tarifs d'entrée en fonction des publics accueillis. En complément des entrées individuelles ou de groupe, des ateliers de médiation seront proposés aux enfants des écoles mouginoises et plus largement pour toutes les personnes intéressées par le monde de la photographie et de la culture. En conséquence, le conseil municipal est invité à voter les grilles tarifaires suivantes dans le cadre du fonctionnement de ce nouvel équipement culturel. Donc les tarifs sont les suivants. Le tarif plein c'est 6 €, le demi-tarif c'est 3 €. Le tarif de groupe c'est 4 € par personne, les moins de 18 ans étant gratuits. Il y a une entrée gratuite systématique le premier dimanche du mois. Les visites scolaires sont évidemment gratuites avec 2 accompagnants. Les visites guidées individuelles ou pour un groupe sont à 10 € par personne. Les ateliers de médiation, c'est 4 € par personne et par atelier. Il est bien évident que la médiation culturelle pour les enfants et les scolaires est gratuite. Donc je pense que ce sont des tarifs qui restent attractifs, qu'en collaboration avec le service du tourisme, nous allons pouvoir offrir ça à des groupes opérateurs, à beaucoup de gens. Et cela devrait nous permettre d'avoir quand même des rentrées relativement intéressantes au niveau financier. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Donc, pas de questions, pas d'opposition, d'abstention, vous êtes donc d'accord sur ces tarifs? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Merci M. Bianchi. Nous allons demander à M. Tourette. Oui, Monsieur le maire, merci. Donc, la ville de Mougins bénéficie d'un classement en catégorie 1 de son office du tourisme depuis 2016. En effet, par son dynamisme et son investissement, l'office a ainsi pu accroître sa visibilité et sa présence auprès de nombreux partenaires et auprès des visiteurs français et étrangers. Donc, ce classement étant établi pour une durée de 5 ans, on y arrive, on est au terme. Au travers de nombreux critères à satisfaire, le conseil municipal est invité à accepter la demande de renouvellement de classement de l'office de tourisme de Mougins en catégorie 1 auprès de l'État. Bien, merci. Je voudrais saluer d'ailleurs le travail incessant et permanent de l'office de tourisme sur justement ces critères qui nous sont imposés. Nous sommes actuellement station classée depuis 3 ans, 4 ans. Et si nous sommes station classée, ça nous permet évidemment d'avoir un office de tourisme indépendant et qui ne serait pas regroupé ou qui serait regroupé si nous n'avions pas cette station classée, regroupée au sein de l'agglomération. Et le fait d'avoir cette indépendance nous permet de fonctionner de la meilleure façon, finalement de façon adaptée à la ville de Mougins. En même temps que le fait d'être station classée, pour nous, c'est quand même une reconnaissance importante en termes touristiques, je dirais, sur la région, sur la Côte d'Azur. Et
vous savez que maintenant c'est Mougins, Côte d'Azur, France. Et donc c'est un logo, un label, pardon, qui nous a été attribué. Voilà. Mais avant d'être station classée, il fallait être commune touristique. Et puis il fallait avoir une démarche qualité, mettre en place un principe de démarche qualité. Et ça c'est tout un travail, je dirais, interne à réaliser avec des audits. Et il fallait être catégorie 1. Donc, vous voyez, il faut être commune touristique, catégorie 1, démarche qualité et station classée. Et tout ce travail a été fait par l'Office de tourisme ces dernières années. On va dire qu'ils ont gravi ces échelons, ces 4 échelons, en 2 ans, on va dire, là où il faut normalement 7 ans, 8 ans pour arriver à les gravir. C'est pas très facile. Ceci étant, c'est pas parce qu'on est arrivé justement à cette station classée que c'est définitif. Et on a des audits réguliers chaque année, des audits, des personnes qui viennent de manière impromptue vérifier effectivement que toutes ces, et en particulier la catégorie d'ailleurs, que tous ces critères sont observés et maintenus de manière permanente. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on ne sait pas tout ça, hein, donc je me suis permis de vous le rappeler. Mais tout ça c'est important là aussi pour notre attractivité. Et voilà, et c'est un travail d'ailleurs relationnel aussi, permanent avec, je dirais, nos hôteliers, etc. Donc Christophe, si tu veux ajouter quelque chose. Rien de plus, si ce n'est que voilà, ça reste en adéquation avec l'offre qu'aujourd'hui s'étoffe, l'offre culturelle de la ville. Donc voilà, station classée, catégorie 1, c'est logique avec la qualité des prestations qui sont offertes à la fois par la ville et les socioprofessionnels de notre commune. Merci. Bon, j'espère que vous êtes d'accord pour que l'on continue avec cette catégorie 1 qu'il faut donc proroger. Une question, oui. Oui, monsieur le maire, une question. Vous avez effectivement dit que on ne le savait pas et effectivement pas forcément, et je ne sais pas si les touristes le savent. En tout cas, je me suis posé une question. Il y a 2 catégories. Donc, il est visé la catégorie 1 qui est celle de l'Office du tourisme de Mougins. Qu'est-ce que ça implique pour les Mouginois et pour le personnel de l'Office du tourisme? Je veux dire, est-ce que le fait d'être dans une catégorie ou dans l'autre, ou dans aucune catégorie d'ailleurs, est-ce que pour le personnel et pour la ville, quelles sont les conséquences? Voilà, parce que vous avez parlé de reconnaissance en termes d'objectifs, plus précisément. Que des ennuis. Ce sont des démarches de qualité, c'est-à-dire qu'il faut garder une prestation qualitative. Donc ça veut dire des schémas, des démarches bien connues de tous, des interactions avec d'autres services. Ça va être une qualification aussi de l'offre sécuritaire avec des interactions avec la police, ça va être avec la voirie, l'entretien. Ce sont aussi des chartes qualitatives en termes de temps de réponse. Enfin, voilà, ce sont ce que vous connaissez aussi sous les normes ISO 9000, enfin voilà, ce sont ces critères qui sont globalement, enfin, si on doit retenir qu'un qualificatif, pardon, c'est la qualité et la traçabilité du suivi de la demande. Oui, et j'aurais ajouté, M. Cardon, que ça ne concerne pas que l'Office de tourisme, c'est-à-dire que la démarche, la catégorie 1 est issue aussi de la démarche qualité, mais cette démarche qualité s'impose pas seulement à l'Office de tourisme, mais à l'ensemble des prestations de la ville, c'est-à-dire y compris des services municipaux, y compris, je dirais, des services, j'en sais rien, de police, d'aide, d'intervention, etc., de pompiers, tout ce que l'on peut imaginer de services de la ville au public, quelque part, et c'est finalement cette vérification qui est faite de manière transversale sur l'ensemble de l'activité communale, qui fait l'objet d'une analyse et d'une étude et d'une catégorie. Et la démarche qualité, c'est aussi l'intégration d'un feedback. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'ailleurs à un moment donné, c'est tous les jours, l'Office de tourisme reçoit des appels de contentement ou de mécontentement sur tel ou tel service,
Et donc, c'est une question, une remarque, une observation qui est évidemment transmise, qui est traitée avec les services, monsieur le directeur général. Et donc, vous voyez que c'est une sorte de veille de la bonne tenue et du bon fonctionnement de l'ensemble des services offerts au public. Et je trouve que c'est l'Office de tourisme qui en occupe parce que c'est celui qui a un bureau à l'entrée du village et qui reçoit évidemment un certain nombre de visiteurs. Et là, entre guillemets, la clientèle, ce sont des visiteurs, des touristes précisément. Et donc c'est une chambre d'enregistrement quelque part qui permet de dire, c'est ce feedback qui est très très important pour la ville en tout cas, pour maintenir son niveau de qualité. Ça a aussi une incidence au niveau des socio-professionnels, si vous m'avez entendu, M. Cardon, c'est que le fait d'être classé, ça stimule ces socio-pros à avoir aussi une démarche qualitative. Ça impose aussi à la ville de maintenir ce tissu économique, c'est-à-dire que si on perd trop d'hôtels, si on perd certaines prestations, on perd cette qualification. Donc ça a cette vertu de rapprocher le service public au travers de l'Office du tourisme et nos professionnels pour aller de l'avant, être toujours performants, offrir une offre qualitative. Ça a bien sûr une incidence au niveau culture avec l'ensemble des musées qui sont présents sur la commune. Voilà, c'est une dynamique, voilà, c'est une dynamique positive et suivie par l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Il n'a échappé à personne que nous sommes dans un secteur très concurrentiel et que si nous ne visons pas ce label, Cannes, Mandelieu et les autres villes ne s'en gênent pas. Donc il faut être à minima à leur niveau, même au-dessus. Donc il faut qu'on soit unanime sur ces questions. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette catégorie? Oui. Une question? Oui. Madame Décideur, vous allez vous le proposer. Merci, c'est vraiment gentil. Monsieur Tourette, excusez-moi. Dans le cadre de la catégorie 1, j'ai une question à vous poser. C'est quoi les horaires d'ouverture de l'Office du tourisme? Ah, vous avez des questions précises. Hein. Donc ça va dépendre déjà de la saison. Parce que vous avez la saison hivernale et la saison estivale. Là, c'est voilà. 7 sur 7. Là, c'est enfin, c'est pas 7 sur... Oui, c'est 7 sur 7 en ce moment, pardon. Exact. Nous fermons, enfin, l'Office du tourisme, si ma mémoire est exacte, ferme à 19h et ouvre à 9h. Et vous ne fermez pas 1 heure entre midi et 2? Non. Non. Ah, voilà. Je vous invite à venir plus souvent au village, au tout village de Tours de Personne. Je viens de vous poser la question parce que je suis montée pour aller chercher les places pour la Yoli et on m'a dit qu'il fermait à 1 heure, qu'il fermait 1 heure entre midi et 2. Qui vous a dit ça? J'ai pas pris le nom de la personne qui était en face. Donc ça fait partie du feedback, et donc je vous remercie de nous avoir voilà. Alors, il est possible peut-être que la personne soit partie. Et... Non, je m'interrogeais justement. Vous me donnez le jour et l'heure, et puis on va les vérifier. Pas de souci, je peux vous dire le jour, je vais acheter les places, l'heure et alors, bon, merci de cette information. Donc, pas d'opposition sur la catégorie, je pense que tout le monde a bien compris l'importance de ça. Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Donc, c'était la dernière question du conseil municipal. Il y a une question orale de monsieur Brégeot. Une question orale écrite. Monsieur le maire, lors du conseil municipal du lundi 15 juin 2020, nous avons acté dans la liste des marchés publics l'attribution du marché pays 1948 daté du 16 décembre 2019 sous le libellé mission d'assistance pour l'élaboration d'un plan local de déplacement. Ce marché a été attribué à SAS Axe Urban pour un montant de 34 380 €. À ce jour, aucune information sur cet engagement. Nous souhaiterions connaître les conclusions de cette mission. Une étude délicate mais indispensable si nous devons prendre les décisions appropriées pour nos déplacements en toute transparence, dans l'attente, etc. Merci, M. Brégeot. Voilà, qui veut répondre sur le marché, peut-être ou Christophe, oui. Merci de poser cette question. Comme tout à l'heure sur la modification de PLU, effectivement, il ne vous a pas échappé que la Covid a perturbé un petit peu le fonctionnement des services, notamment aussi ce prestataire qui, du coup, on a à peu près pris 6 mois de retard par rapport à l'étude, et elle sera, je pense, publiée au public fin du premier trimestre 2021.
C'est un travail qui est fait conjointement avec 2022, je ne pense pas me tromper. Pardon? Semestre et non pas trimestre. Non, trimestre, dernier trimestre 2021. Ah, dernier trimestre. Dernier trimestre 2021, pardon. C'est un travail que je mène conjointement avec Frédéric Espinas et j'utilise vraiment sa compétence de marathonien du vélo. Nous avons mené avec ce cabinet plusieurs réunions. Et il y a 3 axes. Un axe à court terme, moyen terme et long terme. Donc, très rapidement, le court terme, on veut travailler sur la circulation sur le cœur de ville, la gestion du stationnement et notamment aussi, et quelque chose qui va être réalisé d'ici peu, la circulation piétonne et vélo sur la rue Saint-Martin jusqu'à Tournami pour lier les quartiers. Et puis après, travailler aussi sur le secteur, le schéma directeur du jalonnement, c'est-à-dire comment on circule avec les bonnes informations sur le moulin, c'est-à-dire la directionnelle. Ça, c'est le moyen terme. Court terme. Le moyen terme, c'est les liaisons entre les réseaux primaires et secondaires. C'est travailler sur le carrefour de la blanchisserie et notamment le tournant à droite qui permettrait, en direction de Castorama, qui permettrait de faciliter, fluidifier cet axe. C'est aussi travailler aussi sur les réseaux de feux rouges sur le maréchal Juin, avec les tricolores, et aussi voir comment on peut mieux valoriser le covoiturage. Ça, c'est le moyen terme. Et le long terme, ça c'est beaucoup plus difficile, c'est un combat que mène Richard Gailly depuis de nombreuses années, et il lâche rien, vous connaissez sa ténacité, c'est-à-dire la desserte de Sophia Antipolis, et je peux même vous dessiner le soleil qui vous explique que, je te laisse l'expliquer après si tu veux, tu seras mieux même que moi de le présenter, mais en tout cas c'est les dessertes de Sophia où tout se passe sur le secteur de Moulins, et il faut trouver des solutions pour... non pas, on ne pourra pas réduire totalement la circulation, mais pour mieux la juguler. Ensuite, dans le long terme, c'est travailler sur l'aménagement de l'échangeur 42 Churchill, où là, il y a des travaux qui doivent se faire dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, parce que c'est quand même d'importante entrée à la fois de Grasse, de Cannes et Mougins. Donc, c'est les 2 agglomérations, Pays de Grasse et Pays de Cannes, puisque l'autoroute sort sur ce secteur ici-là. C'est travailler sur le parking relais avec la commune d'Aglo Cannes-les-Reims, et aussi sur les tracés de BHNS, parce que l'ambition de Richard Gailly, vice-président, c'est aussi de dire que si on a un BHNS qui monte jusqu'à Mougins, il faudrait peut-être aller jusqu'à Montsartou, et enfin, ne pas pénaliser l'usager avec une rupture de charge, mais peut-être plutôt un seul ticket comme à la région que vous avez mis en place. Et surtout aussi un bus qui puisse permettre, dans cet axe Cannes-Grasse, qui est un des plus fréquentés du département, une mobilité plus rapide. Et la réflexion que vous entendez tous, c'est l'échangeur 43. C'est un débat qui est mené. Moulins ne peut pas être victime d'ambition d'autres communes démesurées, où on peut peut-être tirer son épingle du jeu. Voilà, ça c'est le long terme. Donc, comme je vous l'ai dit, M. Régeau, régulièrement, on vous associera le moment venu, mais laissez-nous encore un petit peu travailler, parce que présenter quelque chose qui n'est absolument pas abouti, ça ne sert à rien. Mais, comme le disait Michel, régulièrement je vous dis, vous serez associés, puis vous nous posez régulièrement la question, mais vous serez associés comme tout le monde, il y aura une présentation. Merci. Merci, M. Libéry. Bien, écoutez, nous avons parvenu donc au bout de ce conseil municipal. Je vous remercie donc pour votre présence et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles vacances en vous rappelant qu'il y a donc sur la place des Patriotes et du village dans 5 minutes donc une pièce de théâtre qui commence. Qui commence à 21h, donc dans quelques minutes, et c'est une troupe mouginoise. Voilà la première. Et monsieur le maire, permettez-moi, le conseil municipal est en clos. Je pense qu'on peut applaudir 2 personnes qui ont été brillamment élues ou réélues. Il s'agit de Richard Gailly au conseil régional le 27 juin et Fleur Embroche au conseil départemental avec comme policière Christine Puyon-Tonnerre. En tout cas, je m'en réjouis fortement. Les Mougins auront encore de belles subventions à venir. Merci de votre travail d'avant et surtout futur. En tout cas, je vous applaudis. Merci.
journée et surtout de très belles vacances.